Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire où on va parler de prise de parole, mais en anglais. Je vois que vous êtes 29 connectés. Dites-nous si vous êtes bien là, si tout se passe bien dans le chat. N'hésitez pas à nous le dire. Je m'appelle Peter Barrett et aujourd'hui, comme je vous le disais, on va parler de prise de parole en anglais. Alors, vous inquiétez pas pour celles et ceux qui ont peur que ce webinaire soit en anglais. Non, il est en français. Justement, on s'adresse à des francophones ou à des non-anglophones qui ont à prendre la parole en anglais et donc qui peuvent avoir peut-être quelques peurs, quelques stress, quelques questions à ce sujet. Et c'est précisément ce qu'on va faire pendant ces 45 prochaines minutes, essayer de répondre à ces questions, à ces inquiétudes que vous pouvez avoir à propos de cette prise de parole. Quand je vous disais, moi je m'appelle Peter Barrett, je vais faciliter ces 45 minutes. On a une superbe invitée que je vais vous présenter dans quelques secondes qui va venir nous parler de son expérience, notamment dans la formation et en tant que coach aussi, qui a accompagné de nombreuses personnes non anglophones à parler en public en anglais. Donc, moi, je suis aussi coach, je suis aussi formateur. Je travaille sur la prise de parole, sur la négociation, sur l'esprit critique, sur des sujets liés au dialogue et à la décision. Et je travaille, ainsi que Sarah Thurman, notre invitée, pour Avancen Conseil. On est tous les deux directeurs associés de cette belle entreprise qui a fêté ses 30 ans juste mardi dernier. Et Avancen Conseil, c'est une entreprise de formation, donc organisme de formation, qui accompagne des dirigeants et des managers dans leurs compétences comportementales, ce qu'on appelle le plus communément des soft skills. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on reçoit Sarah? Parce que Sarah est un import de l'autre côté de l'Atlantique. Sarah est notre collègue texane. Elle nous vient tout droit d'un endroit où, on va dire, la fierté anglophone est très présente. Et pour autant, elle vient avec une approche assez douce de la question de l'anglais pour les francophones. Alors, Sarah, dis-nous un petit peu plus, dis-nous un petit peu plus sur toi, peut-être, avant de commencer cette discussion Absolument, sur absolument. la Merci prise de beaucoup parole. pour cette belle présentation, Peter. Donc, effectivement, je suis Sarah Thurman. Je suis en France depuis très, très, très longtemps, on va dire presque 3 décennies. Et depuis au moins 20-25 ans, je travaille avec mes chers collègues français. Je suis donc coach en prise de parole avec tous nos associés chez Avancen Conseil. Mais avant de me lancer dans cette partie de ma carrière, j'ai longtemps travaillé en tant que coach et de formatrice dans le domaine du business English. Alors, attention, nous ne donnons pas les cours d'anglais chez Avancen Conseil. Ce n'est pas notre métier. Mais je tenais beaucoup à ce sujet parce que ayant beaucoup travaillé avec des Français, je sais qu'il y a certains écueils à éviter. Il y a certaines astuces dont je peux vous faire part pour justement améliorer et la clarté de votre présentation et apporter un peu de passion, mais aussi apprendre à gérer votre présence, à vous sentir plus détendu lorsque vous devez prendre la parole en anglais. Et Donc, oui, justement, ce que je te propose, Sarah, c'est qu'on voit un petit peu chez notre public, quels oui, sont leurs ressentis lorsqu'ils ont à prendre la absolument, parole en anglais, parce que évidemment, on a différents ressentis. Du coup, on a un petit outil qu'on va utiliser pendant ce webinaire qui va vous permettre d'interagir avec nous. Donc, allez-y, n'hésitez pas à flasher ce QR code qui s'affiche maintenant sur vos écrans avec votre téléphone, ce sera le plus simple. C'est très facile. Vous allez tout simplement le flasher, vous inscrire, vous devez mettre juste un nom, une adresse email, et puis après vous allez pouvoir répondre à un certain nombre de questions pour qu'on puisse un peu plus savoir vous, où vous en êtes, quels sont vos besoins, et y répondre tout le long de ce webinaire. L'idée étant que on ne soit pas là tout seul, un peu dans une bulle avec Sarah à vous parler, à vous dire des choses, mais qu'on se base sur vous et vos besoins pour mieux y répondre. Comme ça, on s'assure d'une vraie qualité dans ce webinaire. Donc exact. allez-y, inscrivez-vous, flashez sur QR code. On va vous poser une première question pour pouvoir mieux comprendre votre situation. Cette première question, c'est la suivante. C'est euh, pour vous, qu'est-ce qui vous fait le plus peur lorsque vous devez présenter en anglais? Alors,
n'hésitez pas à flasher ce petit QR code qui maintenant s'affiche sur le côté. Je Et pense je vois que connaître la certains réponse, mais je d'entre suis vous, très curieuse de voir. bah oui, c'est ça, chacun a un peu ses spécificités. Là, on voit quelques personnes qui sont en train d'écrire. Je vois ça sur mon écran. Et d'ailleurs, sachez que vous pouvez utiliser ce même outil dans une autre fenêtre du même outil Bon, qui vous permet aussi de poser des questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser Slido, hein, l'outil qu'on est en train d'utiliser, pour aussi poser des questions. Moi, je peux les voir en direct sur mon écran et ça me permettra de me faire la voix du public auprès de Sarah. Et comme ça, de poser des questions au fur et à mesure pour s'assurer qu'on les prend bien en compte. Alors là, on voit les réponses qui commencent à s'afficher. On voit le oui, vocabulaire comme étant un gros sujet, là, Sarah, hein, qui remonte. absolument, ouais. On a Le aussi la question de vocabulaire, l'accent, fluidité, pas se la faire fluidité. comprendre, Ouais, tout à fait. ne La pas peur du tout jugement, je comprendre. vois aussi Carole dans le chat de Webikio qui nous dit la peur du jugement. Euh, Oui. oublier les mots, Perdre le fil du discours, oui. ouais, mal prononcé. Donc, on a un Être peu ce ridicule. sujet de. euh, alors, d'ailleurs, c'est très intéressant. Il y a être ridicule qui vient de s'afficher. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté-là. C'est, en gros, j'ai un peu peur de passer pour quelqu'un de bête, pour quelqu'un qui est pas très intelligent, parce que je vais peut-être manquer de vocabulaire, peut-être avoir une structure mal adaptée, peut-être mal prononcée, et Voilà. donc stresser un petit peu, et donc perdre le fil de mon discours, ne pas être compris. Donc, toutes ces choses-là vont nourrir un peu cette impression de ah, je vais être ridicule, on va se moquer de moi. Cette peur qu'on cherche à diminuer aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là. Alors, Vas-y, je je t'en prie, comprends ça. bien que la plupart d'entre vous, vous axez donc sur le vocabulaire, sur les erreurs que vous puissiez faire, sur un manque de compréhension. Mais il y a des astuces très simples que vous pouvez mettre en place qui vont vous aider à relever vos discours et à vous sentir mieux. Le vrai enjeu, en fait, c'est votre crédibilité. C'est bien au-delà de votre maîtrise de l'anglais. Donc, il faut vous enlever de l'esprit cette idée que c'est un contrôle d'anglais que vous allez passer. Alors, c'est intéressant. Faisant des petites recherches sur Internet, j'ai trouvé une étude fascinante qui a été faite par l'EDEX. C'est une business school sur Paris, Lille, un peu partout en France. Ils ont fait une étude où ils ont pris une vingtaine d'entrepreneurs français. Ils ont enregistré des pitchs que ces entrepreneurs ont fait, des pitchs de 2 minutes qu'ils ont fait en anglais. Alors, ils ont présenté ces pitchs à 3 gens de public. Des enseignants d'anglais de langue maternelle française, des enseignants d'anglais de langue maternelle anglaise et des managers en entreprise. Et ils ont demandé à ces personnes de noter les discours. Bien sûr, qui c'est qui a été le plus dur, le plus sévère? C'était les profs d'anglais de langue maternelle française. C'est eux qui ont jugé plus sévèrement. Ils sont allés chercher les erreurs grammaticales, ils ont vraiment noté là-dessus. Ce qu'ils ont trouvé, c'était que les managers, ce qu'ils cherchaient, c'était surtout la clarté, la précision, la prononciation et la diction. Il fallait qu'ils puissent comprendre ce qui a été dit. Ils n'étaient pas à l'affût des erreurs. Donc, il faut qu'on se dise que c'est sur la forme qu'on va vous juger, enfin, sur le fond qu'on va vous juger plus que sur la forme. OK? Et pour arriver à ça, il faut se focaliser sur certains points dont on va vous parler. Donc, rassurez-vous, on va mettre tout ça en perspective et vous donner les clés pour assurer votre discours et pour vous sentir bien plus à l'aise. Ce que tu es en train de nous dire, en fait, Sarah, c'est que, sauf à moins que notre public soit composé uniquement de profs d'anglais, a priori, le critère principal, ce n'est pas notre niveau de vocabulaire, ni même la perfection de notre accent, mais c'est plus est-ce que je peux vous comprendre? C'est ça Oui, le critère principal. Alors là, on pourrait se dire oui, mais me comprendre, c'est aussi une question de vocabulaire et de prononciation. Et c'est pas totalement faux. Mais il y a des choses qui sont plus importantes que ça pour être compris. Et c'est là, je pense, où oui. tu vas nous en dire un C'est peu là plus. où on va commencer vraiment à rentrer dans le cœur du sujet.
il faut être clair. Donc, ça veut dire plusieurs choses. Mais pour commencer, il faut mettre en place vos idées. Il faut avoir une structure qui est claire, qui vous permet de vous organiser en amont de votre discours. Donc, Peter, avec un de nos associés, Alain Duclos, a déjà fait un premier webinaire qui explorait une structure en 3 parties. C'est un webinaire que vous pouvez accéder facilement à partir de cette plateforme. Peter, est-ce qu'on a peut-être le lien? Oui, je vais mettre le lien dans le chat tout de suite, comme ça, Il va si mettre le vous voulez lien le dans le voir plus chat, tard. donc c'est bien. Ça explique vraiment comment faire cette structure en 3 parties. Mais Peter a aussi une structure un peu simplifiée pour ceux qui sont un peu plus limités dans le vocabulaire ou même dans le temps de préparation. Oui, Est-ce que tu grosso veux partager modo, ça avec nous? une structure très simple. C'est souvent appelé la pyramide de Minto, mais en fait, c'est une structure en pyramide. En gros, je vais commencer par la conclusion. Voilà ce que je cherche à vous dire aujourd'hui. J'ai 3 raisons qui m'amènent à penser cela. Raison 1, raison 2, raison 3. Alors, si je vais dans le détail, raison 1, point 1A, 1B, 1C, raison 2, point 2A, 2B, 2C, etc. Et on pourrait même rajouter à la fin, je répète mon message principal, mes 3 grands arguments, pour que les gens s'en rappellent. En gros, je me simplifie la vie en répétant les messages et en allant à l'essentiel. Donc si je vous donne un exemple, alors je vais le faire en anglais parce que évidemment, le but, c'est aussi qu'on le pratique un petit peu en anglais. Alors, je triche, je suis anglophone aussi, hein. Peter Barrett, voilà, je suis aussi anglophone comme Sarah, donc évidemment, je vais pas faire semblant, hein, d'avoir, de ne pas être bilingue, mais ça vous donne une idée quand même. Donc imaginons que je cherche à convaincre, mes collaborateurs ou mes managers qu'il faut qu'on passe au zéro carbone. Voilà, carbone zéro d'ici 2050, c'est un objectif que beaucoup d'entreprises se sont fixés. Imaginons que je cherche à les convaincre de ça. Ben, je vais commencer par là. Today, I want to convince you that we should get to carbon zero by 2050 for 3 reasons. 1, our responsibility towards climate change. 2, the fact that our clients are looking for this kind of responsibility in our products. And 3rd, because our employees will see the importance of this decision. So first, as we said, we have a responsibility because today we are polluting through our industrial process. Secondly, when we look at our clients, usually today in the market, we did a survey and we could see that many people are looking to buy from carbon neutral brands. And thirdly, employee engagement is very low at the moment. In our last survey, that was the case. We are struggling to find new recruits. And so if we were to have this target, more people would like to join us to achieve this ambitious objective. So for these 3 reasons, we should achieve or we should aim for carbon neutrality by 2050. Donc vous voyez, j'ai pas utilisé des mots très compliqués. Alors là, évidemment, c'est très très court, extrêmement schématique, mais ça vous donne une petite idée du fait que cette structure vous aide à être très efficace et clair dans ce que vous proposez, dans ce que vous dites. Et au bout du bout, comme le disait cette étude de l'EDEC, bah, c'est tout ce qui importe. Hein, c'est Voilà. tout ce qui compte. Et une des avantages de cette structure aussi, c'est que ça permet à la fois d'être bref, on peut dire les choses de façon très claire et très brève, mais aussi on peut élargir le scope, si vous voulez, de chacun de ces clauses que Peter a exprimées. Il peut aussi les explorer et aller plus loin. Mais n'ayez pas peur d'être trop bref. Si vous pouvez vous exprimer simplement, clairement, dans peu de temps et avec peu de mots, vous serez encore plus efficace que si vous de remplir un certain temps de discours. Donc, c'est une très, très bonne façon de mettre en structure un discours, ce qui va vous soulager. Parce qu'une fois la structure en place, vous pouvez vous focaliser sur d'autres choses qui vont donc vous permettre de vous exprimer clairement. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Une des choses que vous aurez remarqué dans la façon dont Peter a
à présenter son petit discours, c'est qu'il n'a pas commencé par se présenter. Hello, I'm Peter Barrett, I'm 29 years old. Ça, c'est une chose qui est extrêmement typique dans la façon de faire en français, qui n'est pas si typique chez les anglophones. Bien sûr, si votre public ne vous connaît pas, vous pouvez tout à fait vous présenter et situer un petit peu votre rôle, pourquoi vous êtes là. Si votre public vous connaît déjà, c'est pas la peine peut-être. Vous pouvez faire ça très brièvement. Mais en aucun cas, vous avez besoin de nous en informer de votre âge. Donc ça, c'est juste un petit truc qu'on a remarqué, mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous pouvez aussi démarrer par une accroche, avoir quelque chose, un fait, une histoire, un chiffre, quelque chose comme ça qui va tout de suite attirer l'attention de votre public. Et de la même manière, à la fin de votre discours, c'est intéressant d'avoir un appel à l'action pour que vous avez vraiment un début, un milieu et une fin de votre discours. Ça va vous permettre de trouver vos repères et ça va permettre à votre public de suivre dans le temps ce que vous êtes en train de partager avec eux. Donc, pensez d'abord à cette structure, ce qui n'était sûrement pas votre question en venant ici. Donc, on y vient sur d'autres stratégies pour être plus efficace. Je vais vous parler un petit peu du choix des lexiques. Il est important, avant de vous entreprendre sur la création d'un discours, de travailler votre lexique. Autrement dit, d'aller chercher quels sont les mots-clés qu'il vous faut. Cela peut sembler évident, mais avec le stress de la présentation, vous allez peut-être perdre vos mots-clés. Donc, répétez-le, ayez-les en main, ayez-les en poche. Mais aussi, il y a des phrases clés que vous pouvez utiliser, que vous allez utiliser pour démarrer la présentation. Il est important d'avoir un démarrage qui est clair, qui est net, où vous n'êtes pas en train de chercher dans votre tête. Sur les transitions, c'est pareil. Ayez vos transitions pour passer au sujet suivant. Ça peut vraiment vous faciliter la chose et réduire votre stress en l'occurrence. Et à la fin, ayez une conclusion qui est nette avec un appel à l'action. Si vous avez préparé en amont ces différentes parties, vous allez retomber sur vos pattes à la fin du discours. Ça va vous faciliter la chose. Peter, quelque chose à rajouter là-dessus? Ouais, ce que tu disais sur le lexique, c'est vrai que une des choses qui revient aussi dans cette étude de l'EDEC, c'est que s'il y a bien une chose qui peut gêner quand il s'agit d'écouter une personne non native parler dans une langue étrangère, ça s'applique à l'anglais, ça peut s'appliquer à l'espagnol, ça peut s'appliquer à d'autres langues, c'est si ces mots clés, notamment des noms propres, sont mal prononciés. Pourquoi? Parce qu'un nom propre, on l'identifie vachement plus de façon auditive. Donc on a vraiment besoin de cette clarté dans la prononciation. Donc faisons ce petit effort de OK, j'ai quelques noms propres, j'essaie d'apprendre la prononciation pour que ça soit bien dit, ou encore ce qu'on je pense tu vas nous dire aussi autour des faux amis et des on va dire des choix de mots qui seraient pas très opportuns ou des choix de prononciation qui sont pas très opportuns. On a quelques exemples et Oui, oui, oui. on va aller là-dessus. Donc, effectivement, sur les noms propres, que ce soit pour les lieux, que ce soit pour les personnes, que ce soit pour les projets sur lesquels on travaille, renseignez-vous. Sachez où mettre, qu'on appelle ça le stress tonique dans les mots. Sachez comment les prononcer pour qu'ils soient facilement reconnaissables à votre public. Et au niveau des faux amis, bah, il y en a plein, il y en a tellement, on peut même pas commencer à vous les présenter ici. Il y en a beaucoup, beaucoup. Vous pouvez trouver des listes, mais pour vous donner quelques-uns, par exemple, actual and actuel, c'est pas la même chose. Actuellement, en français, ça veut dire maintenant, mais en anglais, il faut chercher now or currently. Ok, ça c'est un petit exemple. Qu'est-ce qu'on a pensé tout à l'heure? Oui, il y avait aussi la question, par exemple, heu, on pourrait dire, quand on parle de son support visuel, souvent dans une présentation, quelque chose qu'on peut entendre, c'est: «As you can see on my support».
Mais support, ça veut pas dire ça du tout en anglais, hein. As you can see on my presentation, or as you can see on the document. OK, pas de problème. Mais my support, ça veut juste dire quelqu'un qui vous soutient. Donc là, on peut perdre aussi à cause de ce faux ami-là. On a aussi la différence entre win et earn. Donc je veux gagner de l'argent, on dit ça en français, je veux gagner de l'argent, alors que si on dit bah, I want to win money, on a l'impression que je vais participer à un jeu d'argent. Voilà. Parce que je veux gagner au sens de la Voilà. chance qui va me sourire ou non. Alors que quand on gagne de l'argent au sens du travail, c'est plutôt earn. Je le gagne parce que j'ai travaillé. D'ailleurs, c'est assez drôle sémantiquement qu'en français, on utilise le même mot pour la chance et pour le travail. Donc, ce qui résulte de la chance, ce qui résulte du travail, alors qu'en anglais, on va modifier. Oh, il y a aussi la culture, peut-être, qui informe ces différences sémantiques. Et il y en a plein d'exemples comme Ouais. ça. Location et location, direction et management, surveille, surveiller. Donc, faites une petite recherche de votre lexique. Posez-vous la question de quels sont les mots qui vont être les plus faciles pour moi de prononcer, de dire et de partager, de m'en rappeler. Et choisissez ces mots-là. Ne vous compliquez pas la tâche. On Surtout qu'en voulait parler. général, c'est souvent Oui, les mêmes qui reviennent. C'est ça ils qui sont je toujours les trouve mêmes. assez intéressant, c'est que dans votre cœur de métier, c'est très probable qu'il y en a une dizaine qui soient très courants, que vous entendiez Exactement. tout le temps. Bah, connaissez-les, c'est pas vous n'avez pas besoin d'un vocabulaire étendu, vous avez surtout besoin de connaître les quelques grands faux amis que vous entendez tous les jours. Et après les faux amis, il y a les prononciations hasardeuses. Je sais pas si tu voulais aussi en Ouais, ben, discuter. on va en revenir tout de suite. Ok, ok, Mais, ok. d'abord, je voulais vous parler d'un truc, vous avez peut-être déjà entendu ça. KISS, le concept KISS. Keep it short and simple, or keep it simple, stupid. However you want to say it, there's a lot of different ways to say that expression, but c'est l'histoire d'être très bref et très simple et très direct dans son choix de langage. Alors, nous le connaissons tous. Le français, c'est la langue de la diplomatie. C'est une langue qui permet de vraiment parler de façon très nuancée, être très subtil dans son choix de mots. L'anglais, c'est un langage qui est plus direct. Donc, il faut éviter, et je voulais dire ça avant, il faut éviter de penser en français et ensuite de traduire en anglais. Donc, dès le début de la processus du développement de votre présentation, essayez de penser en anglais. Choisissez les mots les plus simples. Je vous donne deux petits exemples. Il y a le mot possible et le mot can. Alors, les Français, ils vont presque toujours choisir de dire possible. It is possible, is it possible for you? Et ça nous fait des phrases qui deviennent de plus en plus longues. Quand on peut dire can you, can we, c'est plus court, c'est plus bref, c'est plus direct. Notre exemple comme ça, c'est discuter and talk. Okay? We can discuss, can we discuss about this? Can we talk? Let's talk about this, let's talk about that. Deux petits exemples, ça peut vous sembler pas très important, mais ce sont des mots qui sont brefs, qui sont courts et qui sont directs. Et pour appuyer ce que tu dis, Sarah, ce que je trouve, enfin, souvent, on pourrait se dire, oui, mais enfin, ça change rien. Mais en fait, ça change tout parce que comme on est dans un acte de prise de parole, l'écoute, c'est quelque chose qu'on recherche chez notre auditeur. Et l'écoute, elle est aussi déterminée par notre capacité à rester attentif, à garder cette connexion avec l'orateur ou l'oratrice. Et le fait d'utiliser des mots complexes et longs, ça crée parfois cette impression de distance, de monotonie, un peu comme si vous entendiez un son pendant une longue durée, vous vous en détachez petit à petit. Ça devient Donc, saturé. voilà, et ça sature. Donc, c'est pas anodin du tout. Le fait de choisir des mots simples, ça, vraiment, non seulement ça vous simplifie la vie, mais ça simplifie surtout la vie de votre auditoire et ça améliore la clarté de votre discours. Et Absolument. juste ça, je te challenge un peu là-dessus, mais je pense que c'est pas facile parce que je me mets à la place d'un francophone qui se dit: «Ah oui, je dois juste penser en anglais». Bon, c'est sympa, mais penser en anglais, c'est pas forcément facile. Mais je pense que la réponse était dans ce que tu disais, c'est penser en anglais, en fait, c'est penser de façon, simple. C'est si je Oui, je suis oui, un peu méchant, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, je vais vers des mots simples et des formulations directes. C'est ça un peu l'idée. C'est, absolument.
Mots simples, Des phrases courtes. Hein, on n'a pas besoin de faire des phrases très longues. Pensez en phrases courtes, en mots courts et simples, et des choses qui sont faciles pour vous de prononcer, de dire, de vous en rappeler. Là, du coup, vous avez une clarté votre clarté commence à s'améliorer. Alors là, on en revient à la prononciation. Donc, une des choses que cette étude LEDOC a montré, c'est que pouvoir tout simplement comprendre ce que vous dites est quand même très important. Ça semble évident, non? Mais souvent, vous vous dites que c'est une histoire de votre accent. Eh ben non, votre accent, c'est pas un problème. Les fautes, c'est-à-dire par exemple la prononciation du TH, le th, c'est pas très gênant pour l'auditeur, ça fait partie de l'accent français. L'accent français, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais dans le monde, ça représente la culture, la bonne bouffe, les écrivains, la Tour Eiffel, ça représente plein de bonnes choses. Vous n'avez pas à cacher votre accent, mais il faut être conscient des erreurs les plus fréquentes qui peuvent mener à la confusion. Donc, Peter, est-ce que tu peux nous partager? Il y a, en anglais, j'aimerais que vous imaginez que l'anglais comme étant comme une maison. Et les consonnes forment un peu la structure, la charpente de votre maison. Dans presque tous les dialectes anglophones, les consonnes, ça ne change pas beaucoup, la façon de former les consonnes avec la bouche. Donc, en général, c'est pas ça le plus grand problème. Le problème vient souvent avec les voyelles. Et dans ces mots que vous voyez là, ça s'appelle des minimal pairs. Ce sont des mots dans lesquels il n'y a qu'un son qui va changer. Dans les premiers exemples, par exemple entre hair et air, il n'y a qu'un son qui change. C'est le H ou pas de H, l'absence du H. Et ça change le sens du mot. Ouais? Hair, air, c'est pas la même chose. On voit la même chose dans hear, hein? Entendre, and ear, l'oreille. Il n'y a que ce son H qui va changer le sens. Donc, il faut en être conscient de ces quelques lettres, de ces quelques combinaisons qui vont faire que peut-être votre public ne va tout simplement pas comprendre ce que vous voulez dire. Hit it. Un autre exemple. Heat, eat. Voilà, là, un autre exemple entre le I et le I. Et pour les Français, ça c'est peut-être un des plus difficiles, c'est de nuancer entre ce qu'on appelle le short I sound, le I, et le long I, le I. Donc ça prête à la confusion. On voit ça dans, par exemple, les exemples hit et heat, it et eat, pitch et peach. Bon, là, je l'ai à l'envers. Mais regardez, il y a un qui est très familier pour tout le monde. Live and leave. C'est pas la même chose. Donc, si vous vous entendez dire I live in Paris, peut-être qu'il vaut mieux aller retravailler ces sons-là. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Vous allez trouver tous ces sons, ces minimal pairs, avec un enregistrement. Sur YouTube, vous allez trouver beaucoup de vidéos qui vont vous aider à pratiquer ces sons. Mais c'est important de penser, c'est la prononciation et non pas votre accent qui peut être gênant. D'ailleurs, je mets une vidéo dans le chat là, sur Webvideo pour que vous puissiez pratiquer la prononciation. Mais comme le dit Sarah, c'est vraiment cette distinction, je trouve, qui est clé entre prononciation et accent. L'accent, c'est pas grave. Je vois quelqu'un dans les questions qui nous demandait est-ce que c'est mieux d'essayer de faire de l'américain plutôt que de l'anglais d'Angleterre? En fait, on s'en fiche un petit peu. Je veux dire, évidemment, il y a des locutions qui vont être peut-être plus simples à comprendre dans l'anglais international, et souvent l'anglais international est plutôt américanisé. Donc, typiquement, est-ce qu'on va plutôt utiliser le terme trash ou bin, ou des prononciations comme tomato ou tomato, voilà, les classiques. Bon, en vrai, on comprend. Tout le monde est assez au courant de ces différentes locutions. Donc, chez les locuteurs anglophones, on est conscient de ça. Et même dans l'anglais international, il y a globalement une bonne conscience de ça. Donc, à mon sens, il faut adopter l'accent qui vous vient le plus naturellement. Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que vous avez passé du temps avec des professeurs d'anglais d'Angleterre?
ou américain, faites ce qui D'ailleurs, je vous... trouve que j'ai pu être le témoin d'un exemple flagrant de cela à un concours d'éloquence. Une des activités que je fais, c'est que je juge et que je forme des étudiants au concours d'éloquence, au concours de débat. Et un des étudiants les plus fameux, qui a gagné beaucoup de concours d'éloquence, qui a même gagné d'ailleurs le grand concours sur France 2, le grand oral de France 2, je ne sais pas si certains d'entre vous ont peut-être vu l'émission télé, qui s'appelle Bill François. Donc Bill François était un étudiant à l'ENS, maintenant il est docteur. Il est très bon orateur, il a même monté un spectacle en français comme en anglais, et ses discours en anglais sont à mourir de rire parce qu'il a un univers créatif incroyable, mais aussi parce que il pratique avec perfection un couplage de prononciation parfaite de l'anglais et d'un accent français, mais total, totalement assumé avec les grands classiques of the pronunciation of the French accent, donc avec ces intonations un peu mal placées, mais qui n'empêchent en rien la compréhension. Et c'est assez impressionnant. Vous pouvez même retrouver sur Internet Bill François dans son discours à la French Debating Association. Vous retrouvez son discours en anglais. Pour moi, c'est un exemple euh, un peu évident que l'accent ne vous empêche pas de bien prononcer, que de bien prononcer, Absolument. ça n'enlève en rien à votre accent, ça ne vous oblige pas à retravailler un accent, ce qui est très difficile. C'est aussi pour ça qu'on ne met pas l'accent dessus, c'est que c'est très difficile de modifier son accent, alors que la prononciation pour certains mots, certaines locutions, bah, c'est un petit peu de travail, mais en soi, c'est plutôt simple de reprendre des bonnes habitudes. Je trouve que le H silencieux, c'est probablement l'un des plus difficiles, en tout cas pour moi. Parfois, étant bilingue, je m'entends mal le dire régulièrement. Ça m'empêche pas d'être compris. Donc, il y a aussi voilà, peut-être des Ouais, priorités à voir sur la prononciation. tout à fait. Et pour faire un petit mot final là sur la prononciation, comme je disais au début, il y a cette histoire de consonnes. Donc, pensez à vos consonnes, c'est solide, ça vous permet de construire vos dialogues, de vous appuyer. Et après, ce sont les voyelles qui vont, eux, apporter le sens de vos mots. Les voyelles se forment dans la bouche. La langue ne touche pas le palais. En fait, c'est une ouverture de la bouche. Aïe, qui permet de faire tous ces sons qui sont, eux, très modulables. Et selon les accents, c'est ça qui va changer le plus. Mais focalisez-vous surtout sur la bonne prononciation des mots simples que vous aurez choisis pour illustrer vos idées. Maintenant, on va parler un petit peu Alors, de... ça, Oui, si ça te dérange pas, oui, j'ai promis tout à l'heure quelques mots où la ah oui, prononciation peut vraiment nous absolument, induire en erreur. absolument. Juste, j'en profite parce que il y a Profitons. quelques mots qu'on entend tout le temps en formation et Ouais. qui peuvent vraiment, et c'est vraiment, il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y en a que quelques-uns, mais qui peuvent vraiment porter atteinte à votre crédibilité. Comme le disait Sarah au tout début, l'enjeu principal de parler dans une langue étrangère devant un public, c'est votre crédibilité. Vous ne voulez pas amoindrir votre crédibilité. Donc, si vous avez certaines prononciations de certains mots qui vont directement attaquer votre crédibilité, attention. Donc, on parlait des noms propres, parce que là, il y a un enjeu juste de lien avec le public, ce qu'ils sont capables de vous comprendre. Il y a quelques grandes prononciations qui sont des grands classiques, comme Sarah vient de nous expliquer, mais il y a aussi quelques mots, voilà, où en gros, on transforme un mot normal en une insulte. Et là, ça peut nous porter préjudice. Donc les classiques, c'est ça, c'est sheet, donc sheet of paper, prononcer shit, a sheet of paper, là, ça marche pas. Hein, À pour ce ceux et moment-là, ceux, vaut mieux dire a piece of a paper piece of paper, ou a voilà. Si document. vous avez peur, a document, Prévoyez document. a piece of paper or some paper pour éviter le shit of paper. Et de la même manière, on a l'idée de se concentrer. Focus. You focus on something. Et on entend beaucoup la prononciation fuck us. Fuck us. C'est un Qui grand classique. évidemment n'est pas du tout le même sens. Donc, c'est pour celles et ceux qui ne savent La- pas, faites une recherche Ce sont Google. les deux Mais, plus grands qu'on entend et qui font un peu rigoler ouais, l'auditoire. Donc, il vaut exactement. mieux éviter, si vous avez du mal à prononcer ces mots, vous en trouvez d'autres. We need to concentrate on.
We need a piece of paper. Exactement. Trouver moyen de contourner ces mots qui peuvent être problématiques. OK? Exactement. Bon, on va passer un petit peu à autre chose. On va passer sur la façon dont on module la voix. Le français, c'est une langue qui a tendance à être monotone. C'est une langue où les mots sont connectés et qui ont moins de pics et des vallées que l'anglais. L'anglais, on entend plus d'emphasis. Je sais pas comment on dit ça, Peter. Emphasis? Oui, d'emphase, d'accent. D'emphase. Ouais. Ouais, c'est ça. En anglais, il y a beaucoup d'emphase sur certains mots. Et c'est ça qui va guider votre auditeur à bien comprendre où vous voulez en venir. Donc, pensez à varier vos intonations, à choisir des mots qui sont plus importants que d'autres et à les mettre vraiment en relief dans votre façon de parler. Et de même, faites attention à votre débit. Ce qu'on a tendance à faire, mais dans toutes les langues à peu près, de mon expérience, c'est de parler trop vite. Quand on commence à parler trop vite, on perd beaucoup de choses. On perd souvent la prononciation et la diction. On perd la capacité à réfléchir et à bien choisir ses mots parce qu'on est déjà en train de courir devant soi-même. Et en français, un Français qui parle en anglais va avoir tendance à lier toutes ces phrases avec des tics verbaux, notamment le qui est assez normal en français, mais en anglais, ça ne passe pas et ça vient saturer le son, saturer l'oreille et ça peut faire vite décrocher votre auditeur. I will Justement, Sarah, si tu me give permets, you pendant que tu fais des ahs et des ums, euh, an j'ai example. J'ai fait un petit sondage, donc vous pouvez vous connecter sur Slido, normalement ça devrait s'afficher tout de suite. Heu, Selon vous, vous dans l'auditoire, quel est le bon débit? Heu, alors là, on est dans un espèce de, dans l'idée de débit, idéal, peu importe la langue. En anglais, en français, peu importe la langue. Selon vous, quel est le bon débit pour un discours? Combien de mots par minute? Je l'ai mis en mots par minute. On a plusieurs choix, 50, 150, 250, 350. Qu'est-ce que vous en pensez selon vous? Et puis, on va débriefer, voir, ce que vous en pensez et voir un Bien. petit peu, les En différentes, attendant les réponses, oui, vas-y, je je t'en vais prie. juste dire que quand on hésite sur un choix de mots, en fait, ces sons comme le E, ce sont des hésitations. Quand on hésite, on remplit cet espace dans le temps par un bruit. Mais si on choisit, au lieu de faire un bruit, tout simplement d'être silent, on peut en profiter pour respirer, pour réfléchir, pour laisser nos auditeurs se rendre compte de ce qu'on vient de dire. Donc le silence, c'est ça qui vient remplacer ces tics verbaux. Bon, qu'est-ce qu'on a comme résultat, Bah, Peter? justement, je pense que, là, tu mets le doigt sur la technique ultime. C'est tout bête. C'est je veux être plus clair, je mets des silences, je mets des pauses. Barack Obama, l'un des plus grands orateurs du Le roi de la 21e siècle, pause. heu, le maître des pauses, Oui. voire un petit peu trop parfois, le maître des pauses. Alors, qu'est-ce que nos auditeurs en Oui, pensent? qu'est-ce qu'ils disent? Donc on a un petit mix, on a quand même une Ouais. majorité, à 150 mots par minute, un deuxième, on va dire une minorité, mais en deuxième place, 50 mots par minute, donc assez peu, et ensuite 250-350. Alors, à ce sujet, sachez que on réfléchit, on pense à peu près à 400 mots par minute. Donc, si on parlait aussi vite qu'on le pense, ça irait un peu trop vite. Donc, à 350 mots par minute, très sincèrement, vous pouvez tester l'expérience. On devient un rappeur de très haut niveau, d'assez haut niveau, voilà, en termes de capacité d'élocution. Donc autant vous dire que c'est pas une bonne approche, pas une bonne stratégie, peu importe la langue, hein. Pourquoi? Parce que votre locuteur, vous en tant que locuteur, mais votre interlocuteur en face qui, essaie d'intégrer les éléments et donc d'y réfléchir à 350 mots par minute, bon, il a pas forcément le temps de bien les intégrer. À 250, pour être honnête, c'est très compliqué aussi. Je pense que parfois, quand on est dans des conversations, avec des amis, avec d'autres locuteurs natifs, on peut certainement tourner autour des 250,
par minute, c'est possible. Cependant, en prise de parole en public, tout de suite, là, on dilue cette vitesse. Pourquoi? Parce que le temps que chaque personne ait l'attention portée sur votre discours, prenne le temps de bien y réfléchir, de l'intégrer, c'est pas exactement la même chose que dans un cadre de conversation. Donc, on aime prendre un peu plus de temps. C'est pour ça qu'en général, on parle plutôt de 150 mots par minute comme étant un bon débit. Alors ça peut paraître peu pour certains, mais encore une fois, tentez l'expérience. La prochaine fois que vous faites un discours, essayez de vous aligner un peu là-dessus, 150 mots par minute. Je ne sais pas si vous faites un discours de mariage cet été, par exemple. Ça peut être intéressant d'essayer de le tester ça et de bien tenir ces 150 mots par minute. C'est-à-dire que si vous l'écrivez délibérément, vous essayez de le faire à cette vitesse-là, juste pour que vous vous rendiez compte des pauses, des silences et de leur importance dans le fait de donner du sens à chaque mot. Alors par contre, 50 mots par minute, là, ça devient très, très, très lent. 50 mots par minute, on risque de perdre notre public parce que on a des mots déconnectés les uns des autres, des phrases déconnectées les unes des autres, un peu trop longuettes. Donc c'est un peu comme une musique, hein. On veut pas trop vite, on veut pas trop lent, on cherche le bon rythme. Parfois on va un peu plus vite, parfois on va un peu plus lentement, mais on a des rythmiques qui sont quand même les plus communes, les plus habituelles, les plus appréciées, celles où on peut vraiment apprécier chaque élément d'une musique. Bah, c'est un peu pareil dans la prise de parole, on cherche le rythmique qui nous permet de vraiment bien apprécier chaque élément de la musique qui est de notre discours. Donc c'est ça Absolument. qu'on Et recherche. d'autant plus quand on parle dans une langue qui n'est pas la sienne. Donc, pensez-vous qu'il faut prendre votre temps, il faut bien poser les choses. Et le fait de prendre votre temps, votre auditoire ne va pas dire que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ils vont dire, cette personne prend le temps pour choisir ses mots, pour dire vraiment ce que la personne a envie et besoin de dire. Et pas juste une espèce de comment on dit ça, verbal diarrhea. Et ouais, diarrhée verbale, tu peux le dire en français, hein, ça se dit aussi en français. Parfois, on a de la chance, ça se dit dans les deux langues. Et justement, à ce propos, dites-vous une chose, c'est que si vous êtes en mode diarrhée verbale, c'est-à-dire si vous êtes en mode je dois parler le plus vite possible pour dire le plus de choses possible, c'est que quelque part, votre centre d'attention n'est pas le bon. Voilà. Je suis face à mon public. Ce qui est important, c'est mon public. C'est est-ce que j'ai un impact sur eux? Ce qui est important, c'est pas moi et ce que je veux dire. C'est en quoi ce que je dis a un impact sur eux. Donc, parler trop Oui. vite, être incompréhensible, ça n'a pas d'impact. Ça ne vous aide pas. Je Dites-en vois moins, qu'on arrive dites-le très mieux. vite à la fin. Exactement. Et je voulais juste toucher un petit mot sur la présence. Et tout ce qu'on a décrit avant, ça vient ajouter à votre présence. Bien choisir son vocabulaire, bien soigner sa diction, son élocution. Mais la présence, ça va venir faire de vous quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui prend le temps qu'il faut pour dire les choses qu'on a besoin de dire. On respire, on soigne le contact, la connexion des yeux. Il faut bien regarder les autres dans les yeux. Si vous présentez en virtuel, il faut bien regarder votre caméra. Faut penser à votre sourire. C'est un signe de confiance. Ça indique que vous êtes quelqu'un de confiant, de sourire. Donc, n'ayez pas peur de sourire quand c'est approprié. Pensez à votre posture, se tenir bien droite, les pieds bien plantés, et au gestuel qui doit devenir naturellement. Vous voulez pas trop, mais naturellement. Donc, il y a toutes ces choses-là qui vont venir vous donner une présence. Pensez aussi à votre respiration. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais la respiration diaphragmatique, ça vous aide à baisser votre stress et aussi ça vous aide à agrémenter votre discours des silences qui sont tellement précieux. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut Et rajouter à et tout en cela? effet, ça, là, on arrive à la fin. Oui, Sur Slido, j'ai lancé un sondage, pour que vous puissiez nous donner, un retour et noter, ce webinaire. Donc n'hésitez pas à y aller. Je vais l'afficher, très rapidement pour que vous puissiez, vous y connecter et pendant que vous y répondez, on peut aussi répondre à quelques-unes des questions peut-être, assez rapidement parce que je pense qu'on y a plus ou moins répondu à certains oui, on a 20 moments. secondes. Mais, alors voilà, on peut attendre 2-3 minutes de plus, mais en effet, on n'a plus beaucoup de temps. D'accord. Mais pour celles et ceux qui veulent rester, vous pouvez rester 2-3 minutes de plus avec nous.
Il y a une question notamment sur est-ce qu'il y a un outil que toi tu utiliserais pour éviter les faux amis? Un outil, de traduction par exemple que tu favorises, pour éviter, parce que c'est vrai que dans Google Trad par exemple, ça arrive régulièrement qu'on tape un mot et ça nous livre un faux ami. Oui. Voilà, ça arrive. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Moi j'ai une petite idée, mais qu'est-ce que je sais pas si toi tu utilises Moi, quelque chose. personnellement, je demanderais à un collègue ou à un ami qui est plus fort en anglais de nous faire une petite relecture ou Mmh, d'écouter notre discours, puisqu'on n'a pas parlé, mais la répétition est super ouais. importante pour pouvoir vraiment assurer votre discours. Donc, Donc, demandez, l'humain, se super, rapprocher des locuteurs pour avoir une meilleure réponse. absolument. Je suis assez Le meilleur d'accord avec outil. toi là-dessus. Moi, je trouve que les sites de traduction qui prennent 2 versions traduites par des professionnels, donc Lingway, par exemple, on trouve moins de faux amis. Alors, sauf dans les traductions canadiennes, parfois où il y a beaucoup de faux amis, parce que chez les locuteurs québécois, on peut retrouver des faux amis comme des usages au quotidien. Ouais, Donc, faites attention à ça, mais sinon, en général, ça évite les faux amis parce que c'est des traductions professionnelles, qui sont utilisées en référence. Donc, Lingway, ça peut être utile pour ça. Il y avait une autre question, plutôt liée à la prononciation, à l'articulation, notamment l'idée que en français, on a tendance un petit peu à avaler les mots. Et et comment donc, est-ce que je c'est peux pour faire? cela que Ouais. je vous conseille de penser à vos consonnes. Think about your consonants. C'est un des meilleurs conseils que moi-même j'ai eu quand j'apprenais le français. C'était de vraiment me focaliser sur les consonnes et d'aller un peu staccato. Comme ça, Mmh. on laisse pas glisser les mots. And in English, it's exactly the same thing. So Ouais. go C'est la staccato consonne consonants. qui marque, Boum. l'accent On tonique. marque, voilà. Exactement. Et l'accent tonique, je pense, est super intéressant à travailler parce que même en français, quand on pratique l'accent tonique bien en anglais, en français, on devient plus clair aussi. Parce que Aussi, la langue française est une langue en effet qui n'a pas forcément d'accent tonique. Cependant, quand on l'ajoute, bah, ça aide pas mal en fait, à la absolument. compréhension. Donc, je trouve que c'est une pratique qui est pas si mauvaise, surtout quand on est dans un contexte multiculturel Oui, où, que ce soit au niveau francophone ou anglophone, on n'a pas que des locuteurs natifs. Donc intéressant, je pense aux grandes entreprises françaises internationales qui ont parfois des gens qui ont appris le français sur le lieu de travail, mais qui sont eux-mêmes des internationaux, des Italiens, des Polonais, et cetera. C'est pas forcément évident pour eux de tout comprendre, oui, donc aidons-les et l'accent tonique est une belle aide à la compréhension absolument. parce qu'elle marque, les moments, les distinctions des mots, donc c'est plus facile pour le cerveau de les comprendre et de les analyser. Donc on est vraiment là pour notre public, pour les aider. Sarah, un mot de la fin, qu'est-ce que tu en penses? Bah, écoutez, dédramatisez la chose, détendez-vous, préparez-vous en amont, soyez simple, soyez clair et soyez souriant. Ça a un impact absolument énorme. Donc voilà, amusez-vous, enjoy the moment. Super. Et je vois une question qui s'affiche, qui me demande si on pourra avoir le support PowerPoint, peut-être même, les réponses, qu'on a vues dans le Slido, parce que c'est intéressant de voir ce que les autres personnes pensent et leurs ressentis. Moi, ce que je fais, c'est que toutes les personnes qui se sont inscrites sur Slido, à la suite de ce webinaire, on vous envoie un mail avec un bilan de ce qu'on a fait dans ce webinaire. Donc avec des éléments graphiques, avec des réponses à vos questions écrites et aussi, avec, tous les éléments que vous avez pu vous contribuer lors de nos échanges. Donc franchement, n'hésitez pas à vous inscrire, et là, On se on se fait fait, engueuler, il faut qu'on parte. allez, Merci à toutes et c'est la tous. fin. Passez une bonne Merci journée, à vous. un bon vendredi, un bon week-end, un bon été. Au revoir. Goodbye. Bye bye.